Pendant 14 ans, j'ai vécu avec la certitude que ma fille m'avait tout pris. Mais quand j'ai finalement ouvert ce vieux journal de cuir, j'ai découvert que mon mari avait protégé bien plus que notre maison. Il avait prévu leur trahison. Je n'aurais jamais imaginé devenir le genre de femme qui se retrouve à l'extérieur, à regarder à travers la vitre de sa propre famille. Je n'aurais jamais cru que la fille que j'avais élevée resterait silencieuse pendant que son mari me dépouillait de ma maison et de ma dignité dans le moment le plus sombre de ma vie. Mais voilà ce qui arrive quand on vous pousse dans le froid. Soit vous gelez, soit vous apprenez à allumer un feu qu'ils n'ont jamais vu venir. Mon nom est Margaret. J'ai 72 ans aujourd'hui. Je suis née dans la banlieue tranquille d'Austin, au Texas. Dans cette Amérique où les maisons ont des âmes et les chênes murmurent les secrets des générations passées. C'est ici, dans cette ville où chaque pierre me rappelle qui j'étais et qui je suis devenue, que je vais vous raconter l'histoire la plus douloureuse de ma vie. Raconter cette partie de mon histoire est encore difficile pour moi. Même maintenant, cela m'aide de savoir qu'il y a des gens qui écoutent et qui comprennent. Si vous pouviez prendre un moment pour cliquer sur le bouton « J'aime », cela signifierait vraiment beaucoup pour une vieille femme qui partage son cœur. Cela me fait savoir que je ne suis pas seule dans tout ça. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Je suis tellement heureuse de savoir qu'il y a des gens partout qui m'écoutent. Je dois revenir en arrière pour que vous compreniez tout correctement. Je dois revenir à il y a 14 ans, quand le monde tel que je le connaissais s'est effondré en poussière. Mon mari, Frank, l'homme qui avait été mon ancre pendant 47 ans, est décédé après un combat brutal contre le cancer du poumon. Le silence qu'il a laissé derrière lui dans notre maison, cette maison que nous avions construite de nos propres mains, était un poids physique. Chaque craquement des planchers résonnait comme ses pas. Chaque murmure du vent à travers les chênes sonnait comme sa voix. J'étais une femme brisée par le chagrin. Une veuve de 58 ans qui ne savait plus comment exister sans l'homme qui avait été sa boussole. Je ne pouvais pas supporter cette maison vide. Je pensais qu'un changement, un nouveau chapitre, était ce dont j'avais besoin. Ma fille Jennifer et son mari Mark me le suggéraient depuis des mois. C'est trop pour toi de gérer seule. Maman, disait Jennifer, sa voix épaisse d'une préoccupation que j'ai plus tard réalisé être quelque chose de complètement différent. Ils m'ont offert leur chambre d'amis. Cela ressemblait moins à une invitation qu'à une convocation. Mais j'étais en deuil et vulnérable. Et j'ai accepté. Je pensais que c'était un acte d'amour. J'ai emballé ma vie dans quelques cartons et j'ai emménagé dans une petite chambre beige au fond de leur appartement. J'ai essayé si fort d'être invisible. Je cuisinais leurs repas, nettoyais leur sol, faisais leur lessive. J'essayais de mériter ma place, d'être une aide et non un fardeau. Mais Mark avait une façon de me regarder qui me faisait me sentir comme une tache sur ces meubles modernes parfaits. Ça a commencé par de petites choses. Il soupirait de façon spectaculaire si je lui demandais de répéter quelque chose. Il changeait de chaîne au milieu d'une émission que je regardais. J'ai déjà entendu Amilcar murmurer la parasite sans fin sous son souffle alors que je lavais sa vaisselle. Je me disais que j'avais mal entendu, que mon chagrin me rendait paranoïaque. Jennifer, ma propre fille, ne faisait qu'offrir des excuses. Il est juste stressé. Maman, le travail a été dingue, disait-elle, sans me regarder dans les yeux. Et j'avalais la douleur et restais silencieuse. C'est ce que font les mères, n'est-ce pas? Nous absorbons la douleur pour maintenir la paix. Mais il y avait quelque chose d'étrange, quelque chose que je ne comprenais pas encore. Mark passait des heures enfermé dans son bureau. Il recevait des appels qu'il prenait toujours dans une autre pièce. Et parfois, tard le soir, je l'entendais parler à voix basse, au téléphone, des mots comme actif, garantie, transfert de propriété. Des mots qui auraient dû me mettre en alerte, mais que j'ai ignorés. Et puis il y avait cette chose bizarre. Mark insistait constamment pour que je signe des papiers, des formulaires pour l'assurance, disait-il. Des documents de succession, juste des formalités. Maman, ajoutait Jennifer avec un sourire qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Je signais, je leur faisais confiance. Pourquoi ne leur ferais-je pas confiance? Le point de rupture est arrivé un mardi. Je me souviens de l'éclat fluorescent des lumières de la cuisine, de l'odeur des lasagnes que j'avais passé tout l'après-midi à préparer. Mark est rentré tard, sa cravate déjà desserrée.
et a jeté son porte-document sur le comptoir, avec un bruit sourd. Il a à peine jeté un coup d'œil au dîner que j'avais préparé. « Tu sais, Jennifer. » Hâté, il dit. Sa voix assez forte pour que tout l'appartement l'entende. Je regardais nos finances aujourd'hui. C'est incroyable combien coûte une personne supplémentaire. Ma fourchette s'est figée à mi-chemin de ma bouche. J'ai regardé Jennifer. Mon cœur battant un rythme frénétique contre mes côtes, suppliant de mes yeux qu'elle dise quelque chose. Qu'elle me défende. Elle fixait juste son assiette, poussant un morceau de fromage avec sa fourchette. Marc a souri. Un petit rictus cruel et satisfait de ses lèvres. Je veux dire, nous ne sommes pas une organisation caritative. Ce n'est pas une solution à long terme. J'ai attendu le mais nous t'aimons. Maman. Mais nous allons trouver une solution. Il n'est jamais venu. Jennifer a finalement levé les yeux. Ses yeux vides. Il a raison. Maman, a-t-elle murmuré. Peut-être qu'il est temps que tu trouves quelque chose de plus. Durable. Pour le bien de tout le monde, le bien de tout le monde. Les mots ont résonné dans le silence étouffant. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai senti un calme froid et étrange me submerger. Je me suis levée. J'ai débarrassé mon assiette et je suis allée dans ma chambre. J'ai emballé mes 2 valises avec les quelques affaires qu'il me restait. C'est tout ce que ma vie représentait. 2 valises. Jennifer n'a pas essayé de m'arrêter. Marc ne s'est même pas levé de table. Je suis sortie de cet appartement et je n'ai pas regardé en arrière. Les larmes ne sont venues que lorsque j'étais assise sur un banc froid à un arrêt de bus. Le vent mordant mon visage, réalisant avec une certitude déchirante que je n'avais absolument nulle part où aller. J'avais été effacée. Cette nuit-là, je me suis enregistrée dans un motel bon marché où le papier peint se décollait et où l'air sentait la fumée et le désespoir rance. Je suis restée éveillée à fixer une tache d'eau au plafond qui ressemblait à un visage qui criait, et je me suis demandé comment une fille à qui j'avais tout donné pouvait me tourner le dos si facilement. Les semaines suivantes ont été un brouillard de honte et de peur. J'ai postulé pour des emplois, mais personne ne voulait embaucher une veuve de 58 ans avec un trou de 20 ans dans son CV. Mes économies diminuaient chaque jour. La solitude était une douleur physique, une compagne constante dans cette chambre sordide. J'étais au plus bas, triant une boîte de vieux souvenirs, essayant de trouver un seul souvenir qui ne faisait pas mal. Quand je l'ai trouvé, caché tout au fond se trouvait un vieux livre relié en cuir. Le journal de mon père, je ne l'avais jamais lu. C'était un homme silencieux, un menuisier qui restait pour lui-même. Je l'ai ouvert, mes doigts traçant son écriture soignée et précise. La plupart étaient des notes banales sur des projets, des prix du bois, la météo. Mais ensuite j'ai trouvé une entrée datant de l'année avant sa mort. Rencontrer l'avocat aujourd'hui, disait-il. Finaliser la fiducie. Jennifer n'a pas besoin de savoir encore. Je m'inquiète pour ce garçon qu'elle a épousé. Il a une faim dans les yeux que je n'aime pas. Je me suis assurée que la maison est protégée. Si quelque chose m'arrive, Margaret est la seule bénéficiaire. Marc ne peut pas y toucher, ne peut pas forcer une vente, ne peut rien faire sans sa signature. Elle doit juste être assez forte pour le voir. J'ai lu le passage 3 fois. Mes mains tremblantes. La maison? La maison que j'avais vendue, mais je ne l'avais pas vendue. J'avais seulement signé ce que je pensais être un transfert de titre à Jennifer. Un document que Marc m'avait fait signer à la hâte, disant que c'était juste une formalité de succession. Un acte de transfert rapide. Il m'avait dit que c'était la façon la plus simple de gérer la propriété. Je n'y avais pas pensé à 2 fois. Je leur faisais confiance. Je suis allée à la bibliothèque publique le lendemain matin et j'ai passé des heures sur leurs ordinateurs. Mon cœur battant d'un mélange de terreur et d'un espoir étrange et inconnu. J'ai consulté les registres de propriété du comté. Et c'était là. La maison n'était pas au nom de Jennifer. Elle était détenue par quelque chose appelé la fiducie irrévocable de la famille Miller. Et listait comme fiduciaires Frank Miller et Margaret Miller. Ils m'avaient protégé. Même de l'au-delà. Frank m'avait protégé. L'acte de transfert rapide que Marc m'avait fait signer était probablement invalide. Un faux. Ou mal exécuté parce qu'il ignorait complètement l'existence de la fiducie. Il avait essayé de faire un coup rapide. Supposant que sa belle-mère en deuil et naïve ne regarderait jamais plus profondément. Il ne m'avait pas effacé.
Ils m'avaient juste montré exactement qui ils étaient. Et pour la première fois en des mois, alors que j'étais assise dans cette bibliothèque silencieuse, un sourire lent et déterminé s'est dessiné sur mon visage. Ils pensaient avoir tout pris. Ils n'avaient aucune idée que je détenais encore la clé de tout le royaume. Je n'ai pas fait le premier appel à Jennifer. J'ai appelé un bureau d'aide juridique dans un comté voisin. J'ai expliqué la situation à une jeune avocate perspicace nommée Sarah, qui a écouté patiemment, son expression devenant de plus en plus sérieuse à chaque mot. « Madame Miller », a-t-elle dit, sa voix ferme. « Ce que votre gendre a tenté de faire n'est pas seulement immoral. C'est probablement frauduleux. Il a essayé de vous tromper pour que vous signiez une propriété qui n'était pas uniquement la vôtre à donner. Et il l'a fait en présentant faussement la nature du document. La fiducie est votre bouclier. Elle m'a expliqué que parce que la maison était dans une fiducie irrévocable, ma signature seule sur un simple acte de transfert rapide était sans valeur. Frank avait créé quelque chose de plus fort que n'importe quel document que Mark pourrait falsifier. La fiducie ne pouvait pas être dissoute sans une ordonnance du tribunal, et le juge examinerait de très près pourquoi quelqu'un voudrait la dissoudre. Au cours des mois suivants, j'ai appris à me battre. Sarah a déposé une plainte contre Mark pour tentative de fraude. Nous avons réclamé la pleine propriété de la maison, conformément aux termes de la fiducie. Nous avons déposé des injonctions pour les empêcher de vendre ou d'hypothéquer la propriété. Chaque document, chaque dépôt juridique était un coût. Je ne me battais pas seulement pour récupérer une maison, je me battais pour récupérer mon nom. Mais je n'étais pas satisfaite avec juste ça. J'ai trouvé quelque chose d'autre. Il s'est avéré que pendant que Jennifer et Mark vivaient dans mon ancienne maison, je possédais techniquement un bien dans leur immeuble. Un vieux condo que Frank et moi avions acheté comme investissement des années auparavant. J'avais complètement oublié son existence. Mark l'avait convenablement oublié de mentionner quand il m'avait jeté dehors. J'étais propriétaire dans l'association des copropriétaires de leur immeuble. Et l'association avait des règles. Des règles strictes qui étaient restées ignorées pendant des années parce que personne ne voulait vraiment les appliquer. Des règles sur l'entretien de la propriété, le bruit et surtout les invités, non enregistrés à long terme. J'ai commencé à assister aux réunions de l'association. J'ai voté. J'ai proposé que nous appliquions enfin ces règles avec rigueur. Pour la sécurité de tous, bien sûr, pour la valeur de la propriété. Les autres propriétaires ont été ravis. Ils voulaient depuis longtemps un moyen de traiter les locataires problématiques. Jennifer a commencé à m'appeler. Frénétique, désespérée. Elle a laissé des messages vocaux en larmes. « Maman, s'il te plaît. Nous devons parler. Mark perd la tête. Il dit que tu essaies de nous ruiner. Je ne savais pas pour la fiducie. Je te jure que je ne savais pas. » J'ai écouté chaque message. Et chacun ressemblait à une petite victoire douloureuse. Elle ressentait enfin une fraction du désespoir que j'avais ressenti. Je n'ai toujours pas rappelé. Ce n'était pas de la cruauté. C'était des conséquences. Elle avait fait son choix quand elle était restée à côté de lui dans cette cuisine. Maintenant, elle devait vivre dans le silence qu'elle avait aidé à créer. Le procès pour la maison a avancé. La position de Mark était ridiculement faible. Il a essayé d'argumenter que je lui avais offert la maison, que l'acte de transfert rapide était légitime, mais la fiducie irrévocable était une forteresse impénétrable. Sarah a systématiquement démantelé ses affirmations lors d'une audience préliminaire. Le juge a regardé Mark avec un mépris ouvert, l'avertissant des sanctions sévères pour fraude immobilière. Il était acculé. Il avait deux choix. Faire face à un procès potentiellement ruineux qui pourrait mener à des accusations criminelles. Ou se rendre. Il a choisi de se rendre. Mais pas avec élégance. Il a ordonné à son avocat de proposer un règlement. Il signerait un document reconnaissant formellement la propriété de la fiducie et annulant l'acte de transfert rapide, me rendant effectivement ma maison. En retour, j'accepterais de ne pas poursuivre d'action en justice supplémentaire contre eux pour fraude. C'était une pilule amère à avaler pour lui. Sarah m'a conseillé d'accepter l'accord. « Tu as gagné. Margaret, a-t-elle dit. Tu récupères la maison. » Clair et simple. Le traîner à travers un procès pour fraude serait long, coûteux et émotionnellement épuisant. Tu l'as déjà brisé. Elle avait raison. J'avais atteint mon objectif principal. J'ai signé les papiers. La maison que Frank et moi avions construite. Mon foyer.
était officiellement à moi à nouveau. Le jour où les clés m'ont été rendues, j'ai marché à travers les pièces vides, passant ma main le long des murs familiers. Ils étaient partis précipitamment, et l'endroit était en désordre. Il y avait des marques d'éraflure sur le sol et une faible odeur de colère rance dans l'air. Mais c'était ma maison. Je m'étais battu pour revenir, mais je n'en avais pas fini avec eux. Je possédais toujours le condo dans leur immeuble. Une semaine après avoir récupéré ma maison, un nouvel avis est apparu dans le hall de leur immeuble. L'association annonçait qu'en raison de l'achèvement réussi des réparations de façade, ils allaient maintenant appliquer avec une vigueur renouvelée des règlements longtemps ignorés. Spécifiquement, la règle interdisant les invités non enregistrés à long terme. L'avis indiquait que tout réside trouvé en violation serait soumis à une amende quotidienne de 200 $. C'était une règle conçue pour empêcher la sous-location illégale. Mais je savais que le nom de Mark était le seul sur leur bail. Jennifer était techniquement une invitée non enregistrée à long terme. C'était un mouvement mesquin et bureaucratique. Et il visait directement Mark. Je voulais voir comment il réagirait quand les règles qu'il pensait pouvoir ignorer seraient soudainement utilisées comme une arme contre lui. L'avis sur les invités non enregistrés a été la dernière goutte. Pour Mark, c'était une humiliation profonde. Ce n'était pas une question d'argent, c'était une question de pouvoir. Les règles bureaucratiques anonymes de l'immeuble étaient utilisées contre lui avec une précision chirurgicale. Et il savait. Il savait absolument que j'étais celle derrière tout ça. Il ne pouvait pas le prouver. Mais cette connaissance le rongeait vivant. Jennifer s'est présentée sur mon pas de porte une semaine plus tard. Pas à mon ancienne maison, qui était maintenant nettoyée et réparée, mais au petit appartement bien rangé que j'avais fini par appeler mon chez-moi. Elle ressemblait à un fantôme. Elle était maigre. Ses yeux étaient enfoncés et sombres. Et elle tenait un petit sac de voyage dans sa main. Quand j'ai ouvert la porte, elle est restée là un moment. Puis elle s'est effondrée dans mes bras en sanglotant. Ce n'était pas un cri calculé pour la pitié. C'était le son brut et viscéral d'une femme qui s'était finalement et complètement brisée. Je l'ai tenue. Je n'ai pas dit « je te l'avais dit ». Je n'ai rien dit. J'ai juste tenu ma fille pendant qu'elle pleurait des années de peur, de complicité et de regret. Quand les larmes se sont finalement calmées, elle m'a tout raconté. Mark avait explosé quand il avait vu la vie. Il l'avait accusé d'être de mèche avec moi, de me fournir secrètement des informations. Il avait fouillé son téléphone, son ordinateur portable, cherchant la preuve de sa trahison. Dans sa rage paranoïaque, il était devenu un monstre. Il m'a regardé, a-t-elle murmuré, sa voix brisée. Et il a dit que si j'étais si déterminée à prendre le parti de ma mère, je pouvais aller vivre avec elle. Il l'avait jetée dehors, exactement comme il m'avait jetée dehors. L'ironie était si épaisse et amère qu'elle en était presque suffocante. Elle est restée avec moi pendant 1 mois. C'était maladroit et douloureux. Nous marchions sur des œufs autour l'une de l'autre. 2 étrangères, essayant de se souvenir comment être mère et fille. Nous ne parlions pas de Mark. Nous parlions du passé, de son enfance, de Frank. Nous parlions de tous les petits moments que nous avions partagés avant que Mark n'entre dans nos vies et n'empoisonne tout. Elle a commencé à voir un thérapeute. Elle a obtenu un nouveau travail. Lentement, laborieusement. La fille dont je me souvenais a commencé à émerger des décombres. Elle était marquée, et la culpabilité qu'elle portait était un lourd fardeau. Mais elle commençait à guérir. Le dernier morceau de l'histoire n'est pas venu de Jennifer, mais d'une lettre recommandée qui est arrivée à ma maison. C'était d'un cabinet d'avocats représentant Mark. Il demandait le divorce. Et dans les divulgations financières, j'ai vu toute l'étendue de son désespoir. Il était profondément endetté. Son entreprise était en faillite, et il utilisait le crédit de Jennifer pour rester à flot. Voler ma maison n'avait pas été un acte de simple cupidité. Ça avait été une tentative désespérée de dernière minute pour sécuriser un actif contre lequel il pourrait emprunter pour se sauver. Ce n'était jamais pour subvenir aux besoins de Jennifer. C'était pour nourrir son propre ego insatiable. Il se noyait. Et au lieu de demander de l'aide, il avait essayé de nous tirer toutes les 2 sous l'eau avec lui. J'ai finalement vendu le condo dans leur ancien immeuble. Je n'en avais plus besoin. Son but avait été servi. J'ai utilisé l'argent de cette vente et la valeur restaurée de ma propre maison pour créer une nouvelle vie pour moi-même. Je ne voulais pas une vie luxueuse. Je voulais la paix. J'ai un peu voyagé.
J'ai commencé un petit jardin dans mon arrière-cour. J'ai renoué avec de vieux amis. J'ai appris à apprécier le calme. Ma relation avec Jennifer n'est pas ce qu'elle était autrefois. La cicatrice de sa trahison ne s'effacera probablement jamais complètement. Mais elle est réelle. Elle est honnête. Nous dînons ensemble une fois par semaine. Elle me parle de ses luttes et de ses petites victoires. J'écoute. Parfois je vois une lueur de la force de Franck dans ses yeux, et cela me donne de l'espoir. Elle retrouve son chemin, pas vers la personne qu'elle était, mais vers la personne qu'elle devait toujours être. J'ai appris qu'on peut passer sa vie entière aux côtés d'une personne et ne pas vraiment la connaître. J'ai appris qu'un secret gardé, c'est comme du poison qui se répand lentement. Mais j'ai aussi appris qu'on est plus fort qu'on ne l'imagine. J'ai appris que même quand tout semble perdu, il y a toujours un journal de cuir caché au fond d'une boîte. Il y a toujours une fiducie que quelqu'un qui vous aimait a créée pour vous protéger. J'ai gagné. J'ai récupéré ma maison. J'ai exposé une fraude et j'ai réclamé ma dignité. Mais c'était une victoire imparfaite. La bataille juridique a pris un péage sur mes économies. Ma famille est définitivement fracturée. Le traumatisme émotionnel d'être mise de côté par mon propre enfant est une blessure qui fera toujours partie de moi. La vraie vie n'est pas un film avec une fin parfaitement heureuse. Parfois, gagner signifie simplement que vous êtes celui qui reste debout quand la poussière retombe. Mais je me tiens là, debout, pas comme une victime impuissante, mais comme une femme qui a été sous-estimée. Ils pensaient que ma gentillesse était de la faiblesse. Mon chagrin, une opportunité. Ils n'ont jamais imaginé que la mer silencieuse et modeste qu'ils avaient jetée serait celle qui démantèlerait leur monde entier. Pas avec rage, mais avec résolution. Aujourd'hui, j'ai 72 ans. Je vis dans la maison que Franck a protégée pour moi. Et je suis libre. Libre de l'homme qui n'a pas su honorer son engagement. Libre de la fille qui a choisi son confort plutôt que sa mère. Libre des secrets. Si vous, qui m'écoutez maintenant, vivez une vie qui ne vous rend pas heureux, si vous acceptez moins que ce que vous méritez parce que vous avez peur ou que vous vous sentez impuissant, je vous dis une chose. Ouvrez votre journal de cuir. Cherchez la fiducie que quelqu'un a créée pour vous. Trouvez votre force. N'attendez pas autant que moi. N'attendez pas d'être jeté dehors pour réaliser que vous avez toujours eu le pouvoir. Parce que vous l'avez. Le pouvoir est là. Dans les documents que vous n'avez jamais lus. Dans les amitiés que vous avez négligées. Dans la force que vous pensiez avoir perdue. Il suffit d'être assez courageux pour le voir. Partager cette histoire n'a pas été facile. Mais je le fais dans l'espoir